Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo, donc c'est la vidéo du mois donc sur notre avancée en PMA. Voilà, j'ai décidé cette année de vous faire ça tous les mois quand il y aura quelque chose à dire, quand on sera en protocole, quand on sera... Bref, de vous parler de tout ça. Donc comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo du mois dernier que je vous remets ici, dans le petit, si vous ne l'avez pas vu, on a dû faire une longue pause, etc. Et on avait recommencé à se remettre en route. Voilà, on avait eu un rendez-vous avec la gynéco qui nous avait dit qu'on passerait en FIV. Donc hier, nous avons eu, jeudi 13 février, nous avons eu le rendez-vous, enfin le rendez-vous, une réunion voilà, d'information sur la FIV. C'était vraiment ça le thème du sujet, normalement la FIV. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette réunion? Est-ce que je pense que c'est quelque chose d'utile? Voilà. Je vais vous dire un petit peu tout ce que j'en pense, mon point de vue, etc. Alors j'ai été... je suis mitigée quant à cette réunion pour plusieurs choses en fait. Alors, je vais vous dire les points positifs déjà. Je trouve que c'est bien de faire une réunion pour montrer comment ça se déroule de manière générale. Mais je pense... quand on arrive à ce stade à faire des FIV, c'est qu'on a déjà essayé d'autres choses avant, normalement, on a déjà fait des stimulations simples, on a déjà été fouiné sur des groupes, etc. d'entraide, on sait déjà un petit peu ce qui nous attend. Et je pense qu'en fait, cette réunion, il faudrait la faire au tout début, quand on rentre en PMA, ou enfin voilà, quand on commence à avoir des stimulations simples, des choses comme ça. Vraiment, c'est à partir de ce moment-là qu'on devrait vraiment faire cette réunion, et pas quand on rentre en FIV. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses que tout le monde connaît, en fait, que toutes les femmes connaissent quand elles sont en PMA, voilà. Par contre, c'est très intéressant pour les gens qui ne connaissent pas, pour les gens qui sont un petit peu moins concernés, enfin, surtout par exemple pour les messieurs qui se documentent pas autant que nous, qui ne sont pas dans la même dynamique que nous quand on est en protocole, qui n'ont pas à se faire des injections, c'est pas dans leur corps que ça se passe. Eux, en fait, ils n'ont pas beaucoup de mainmise et de contrôle sur ce qui se passe, et c'est vrai que ils ont peut-être tendance à un peu moins se documenter sur ce qui va se passer, et cette réunion a vraiment été bien pour ça, je trouve. Enfin, du moins le chat, lui, c'est ce qu'il en a retiré. Enfin, il a vraiment apprécié cette réunion, ça lui a appris plein de choses. Et c'est en ça aussi que c'est une bonne chose. Par contre, pour moi qui suis souvent sur les forums, etc., j'ai pas trouvé énormément de choses intéressantes. Moi, la partie bien évidemment qui m'a le plus intéressée dans tout ça, c'est qu'on me montre la ponction, comment ça se passe, qu'on me montre comment se passe, enfin qu'on arrive à me montrer comment se passe la formation de l'embryon. Enfin, quand vous avez des photos de la division de vos cellules, enfin, mais c'est quelque chose, moi j'ai trouvé ça mais magique de voir que, à J1 après la ponction et la rencontre, il y a deux petites cellules dedans, puis après 4, puis après ainsi de suite, et ça se dédouble, et j'ai trouvé ça mais tellement magique, tellement waouh. Enfin, pour moi c'est quelque chose qui me dépasse en fait, puisque je me dis, c'est la vie en fait qu'on est en train de voir se créer, et c'est la vie qu'on a vue en photo. Enfin, je veux dire, ces embryons, si ça se trouve, là, ça a donné un être humain. Enfin, je veux dire, ça a donné un bébé, un enfant, un adulte, enfin, une personne, quoi. Enfin, c'est tellement waouh, tellement grand, et je trouve, enfin, moi, ouais, tout ça, je trouve ça tellement impressionnant que, enfin, bref, vous l'avez compris. Je suis impressionnée. Et elle est impressionnée. Je suis impressionnée de tout ça. Et c'est vrai que ça m'a énormément intéressée, ce côté-là, ce côté où c'est qu'on montre ce qui va se passer, où on montre comment ça se passe. Vous avez la ponction, donc il vous explique comment se passe la ponction. Ça m'a énormément rassurée parce que je ne savais pas du tout comment ça se passait, et maintenant je suis rassurée. Voilà, je sais que ce ne sera pas sous anesthésie générale, je sais que ce sera vu comme voilà, c'est plus de ce qu'elle disait gênant que douloureux. Donc voilà, ça me rassure également. J'ai aussi vu comment ça se passait une fois qu'il y a eu la ponction de fait, la rencontre voilà, entre l'ovule et les ovules et les spermatozoïdes. J'ai vu ce qui se passait, la division, comment ça se passait après, le biologiste qui vous appelle, qui vous dit voilà, on attend d'embryon, machin,
comment se passe le transfert. Et voilà, ça m'a vraiment intéressée. Par contre, le côté avant, présenter la PMA, présenter l'équipe, présenter tout ça, on devrait le faire, on devrait ça l'avoir dès le début et pas là, on a déjà fait des choses. Je pense que après il y en a qui rentrent directement en FIV, donc je peux le comprendre, mais pour les gens, même pour les gens qui rentrent pas en FIV, on devrait avoir cette réunion aussi. Après, j'ai rien appris de plus que ça, bon c'est déjà pas mal, ça m'a déjà rassuré sur beaucoup de points. Moi ce que j'attends avec impatience, c'est nos 3 rendez-vous de mardi pour vraiment que ça soit concret à notre cas. Et parce qu'en fait, ça peut paraître peut-être égoïste, mais la voisine, en fait, comment ça se passe pour elle, son protocole, moi ça m'intéresse, son protocole ne m'intéresse pas. Moi ce que je veux savoir c'est ce qui va s'appliquer pour nous en fait, et je pense que c'est humain. Après bien évidemment que je soutiens toutes les femmes qui ont recours à la PMA, que ce soit des simulations simples, que ce soit juste Clomid, que ce soit des injections, que ce soit des IAC, que ce soit des FIV, enfin bref, bien évidemment que je soutiens tout le monde et que le parcours de chacune m'intéresse, mais dans ce cas précis, moi ce qui m'intéresse pour l'instant c'est ce qui va se passer pour nous. Et donc du coup j'ai hâte de savoir ça, de savoir ce qui va se passer pour nous, voilà, d'avoir le protocole. Et après il y a eu des choses qui ont été abordées, comme par exemple, quand vous avez des embryons congelés, c'est votre propriété, à vous en tant que couple. Et en fait, elle a bien insisté là-dessus, je ne savais pas, mais la PMA, en fait, c'est pas une patiente et le conjoint un patient, c'est un couple, en fait. Et il y a des choses qui m'ont... Mais ça, c'est un autre débat, si vous voulez qu'on l'aborde plus en détail, je le ferai, mais... Par exemple, vous êtes en PMA, donc comme nous, vous faites une FIV, comme on va faire, vous avez des embryons congelés, le premier transfert marche, vous en avez qui restent. Vous les gardez bien évidemment pour une future grossesse. Imaginons, dans 2-3 ans, on veut refaire le deuxième, et là, subitement, il arrive quelque chose au chat. Malheureusement, c'est pas ce que je souhaite, loin de là, rassurez-vous, le chat, je veux le garder le plus longtemps possible. Mais il lui arrive quelque chose, il décède. Ces embryons qui sont à moitié ma propriété comme à moitié la sienne, qui sont à nous, je ne peux plus rien en faire, si j'ai bien compris, en France. Alors j'ai trouvé ça vraiment aberrant quand vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, la PMA va être ouverte aux femmes seules, est ouverte aux couples de femmes, donc ça c'est très bien, mais déjà ce ne sera pas ouvert aux couples d'hommes, ce qui met un déséquilibre, mais ça c'est un autre sujet. Mais pourquoi une femme seule y aurait le droit, et pourquoi un couple qui s'est aimé, qui a été dans ce parcours, dans ce combat difficile, dont le rêve était de construire une famille, et pourquoi la dame ne pourrait pas utiliser les embryons qui ont été créés de cet amour au final, parce que même si c'est la médecine, ça reste quand même des actes d'amour malgré tout, ne pourrait pas l'utiliser. C'est ça que je comprends pas. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Alors, vous allez vous présenter en tant que femme seule, on va vous accepter, mais vous allez vouloir récupérer ce qui vous appartient, puisque ce sont vos cellules, c'est à vous. Enfin, je veux dire, c'est pas la voisine, c'est votre ADN, c'est vos embryons. Et ben vous pourrez pas parce que monsieur n'est plus là. Et moi j'ai trouvé ça, mais je comprends pas, voilà, ça m'a fait mal au cœur. Et en même temps, ça m'a un petit peu révoltée parce que en ce moment, on le sait très bien, dans notre société actuelle, les lois de bioéthique sont en train de changer. On est en train d'évoluer et on évolue avec notre société. Mais le problème, c'est que les personnes qui font les lois de bioéthique, elles sont pas à notre place. Elles savent pas ce que c'est que la PMA. Elles savent pas combien c'est dur. Et elles font des lois, mais je trouve ça aberrant. C'est aberrant de se rendre compte qu'on vit dans un monde où les personnes qui régentent nos vies, puisque les lois régentent nos vies, voilà, mais sont pas dans ces situations-là. Et c'est vraiment quelque chose
moi, qui me dépasse et qui me révolte vraiment. Et, et enfin bref, voilà, ça m'a vraiment... Waouh, ouais, ça m'a un petit peu choquée. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'il y ait un peu plus de discussion sur ces sujets-là, avoir un petit peu l'opinion de chacune et de chacun. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez un avis, à me le donner en commentaire. Je veux dire, voilà, j'aime beaucoup échanger. Mais moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai hâte d'être à mardi pour avoir nos 3 rendez-vous. Et que j'espère que ça se passera bien. De ce que j'ai compris, la commission se réunit tous les 15 jours pour accepter des dossiers. Donc je pense que notre dossier fin du mois sera accepté. Je croise les doigts, hein, dans 99,9% des cas c'est accepté. Donc voilà, j'espère que ce sera accepté pour nous. Et puis bah écoutez, j'ai hâte de tout savoir. Je vous raconterai tout bien évidemment. Hein. Donc vous aurez la suite, je vous raconterai ça mercredi. Hein. J'espère que tout se sera bien passé. Et puis voilà, écoutez, pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais des bisous, je vous dis à mardi. Bisous. Donc je vous retrouve, nous sommes le samedi 22 février. Je vous avais quitté le vendredi 14 février. Oui, le 14 ou le samedi 15, bref. Je vous avais quitté le 14 ou le 15 en vous expliquant la réunion qu'il y avait eu et en vous disant que mardi 17, j'allais avoir mes 3 rendez-vous pour le protocole FIV. Donc ça a bien été le cas, j'y suis allée, nous y sommes allés, moi et le chéri, nous y sommes allés le mardi. On est parti le lundi soir pour être sur place et on a bien fait. Le chéri a eu son examen à faire à 8h, donc on y a été, tout s'est très bien passé. Son examen est très bon, voilà, et sur certains points il est même un peu meilleur que celui de 2018, donc on est bien, il n'y a pas de souci de son côté, donc c'est déjà ça, le souci vient vraiment bien de moi, voilà. Donc nous avons eu nos 3 rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 rendez-vous, qu'est-ce qui a été dit, etc. etc. Je vais tout vous raconter. Alors, on a eu rendez-vous à 11h15 avec la gynéco du centre, celle qui nous suit maintenant. Elle nous a expliqué le protocole que j'allais avoir. Donc c'est un protocole antagoniste court, voilà, que je vais avoir. C'est-à-dire que le premier jour de mon cycle, donc de mes règles, je vais appeler le centre de PMA pour leur dire voilà, mes règles sont arrivées, je veux commencer mon protocole. Dans la foulée, j'appelle ma gynéco personnelle pour qu'elle me prenne en contrôle à J2 ou J3 avant J3 l'après-midi. Hein. Donc soit le matin, soit le 2e ou 3e jour, mais le matin, pour me faire une écho endovaginale pour voir si je n'ai pas de kyste sur les ovaires. Donc si j'ai pas de kyste, de toute façon dans tous les cas, la PMA me téléphone du temps de midi et me dit vous pouvez commencer ou non. Donc si je peux commencer, j'ai des injections de Gonal F, donc je serai sous Gonal F, Cétrotide et Ovitrel, voilà. Et Provames, si jamais il y a besoin de faire un complément, au cas où elle me l'a marqué sur l'ordonnance. Donc du coup je serai sous Gonal F 200 unités, ce qui me paraît peu comparé aux différentes stimulations que j'ai eues avant. De J3 à J5, avec un contrôle à J5. Si à J5, il faut augmenter, on augmente la dose à partir de J5. Sinon, on continue avec un contrôle à J7, J9, J11. Et ils aimeraient un déclenchement à J13. Ça me paraît fort peu probable pour mon cas, au vu de comment réagit mon corps aux différents traitements que j'ai déjà eu. Mais bon, on verra bien, on les laisse faire, hein, ils savent ce qu'ils font. On va laisser faire leur protocole. Pendant ce temps-là, donc avec ces échos-là, j'aurai une prise de sang à faire à chaque fois avant pour voir le taux de LH et de stradiol. Voilà. Et après, on déclenche avec Ovitrel. 36 heures après, on va au centre pour la ponction. Donc là, la ponction, ça se passe comment? En fait, j'arrive le matin à 7h30. Je suis pas obligée d'être à jeun puisque ce n'est pas sous anesthésie générale ni locale. Donc du coup, j'arrive à 7h30. Je suis hospitalisée en hospitalisation de jour. Donc ensuite, je pense que je vais me préparer. Bref, on va faire la ponction. Donc ça,
Ça dure, je crois, une cinquantaine de minutes entre le temps de tout préparer le corps, parce qu'en fait, il faut savoir que l'ovule est quelque chose de très sensible. Il est très sensible à tout ce qui est bactéries, tout ce qui est désinfectant, etc. Et en fait, si vous préférez, notre utérus, à nous les femmes, est rempli de bactéries. Sinon, si on n'en avait pas, on aurait des mycoses et des infections à répétition, voilà. Et l'ovule est très sensible à ça, tout comme il est très sensible aux désinfectants. Donc on ne peut pas utiliser de désinfectants. Donc il rince à l'eau, il rince, et c'est ça qui prend énormément de temps. Et après, il y a la ponction qui se fait, donc ils vont venir ponctionner le liquide de chaque follicule qu'il y aura. Et après, je saurai combien ça a donné d'ovocytes, voilà. Pendant ce temps-là, le chéri va faire son recueil, voilà. Et une fois qu'il a fait son recueil et qu'ils ont les ovocytes, ils vont les mettre ensemble, voilà. Et ils vont faire leurs petites affaires comme des grands. Et 2 jours après, le biologiste nous appellera pour nous dire combien il y en a eu qui ont été fécondés, combien il y en a eu qui sont arrivés qui se sont bien développés, combien on a d'embryons, voilà. Et il nous dit, c'est 2 jours après, il nous dit combien il y en a. Et il nous appelle à J3, pas 2 jours après, si, 2 jours après, ça fait J3. Il nous appelle le matin pour nous dire, voilà, on va faire le transfert. Donc on y va le matin, il faut qu'on soit dans un rayon de 2h20 ou 2h30 en termes de temps du centre. Donc c'est ce que j'ai dit au chat, j'ai dit le jour là, il ne faudra pas que tu travailles, du moins la matinée là. Parce que du temps qu'ils reviennent de là où ils travaillent, pour me ramener, on passe largement les 2h20. Donc on n'a pas fait tout ça pour rien, donc c'est pas grave, on prendra un jour de congé. Et donc du coup après on y va, on fait le transfert, donc de 1 ou 2 embryons, ça c'est nous qui décidons, ça sera notre décision à nous personnelle. Pour l'instant je peux vous dire qu'on n'a pas pris de décision, on n'a pas vraiment discuté. Moi je suis un petit peu, je suis 50-50 en fait, voilà. Je me dis que 2 ça nous laissera plus de chance, mais en même temps encore plus de chances de grossesse multiple. Déjà on n'est pas à l'abri qui se redivise en 2 pour faire des jumeaux. Donc si on en met 2 qui se redivisent chacun en 2, ça fait des quadruplés ou des triplés ou autre. Voilà, il faut être un petit peu raisonnable aussi. Donc du coup, voilà, je ne sais pas encore ce qu'on fera, on verra en temps et en heure, on en discutera tous les deux. Et sinon, après, une fois que c'est fait, 14 jours après, je ferai ma prise de sang pour savoir si c'est positif ou négatif. Et après, après le transfert, il congèle les embryons qui nous restent, puisqu'on a donné notre accord pour la congélation. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est dit avec la gynéco et avec le biologiste. Après, on a signé tout un tas de papiers, donc le consentement pour la FIV, on a signé le consentement pour la congélation de nos embryons. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Elle nous a donné, elle m'a donné l'ordonnance pour la prise de sang, elle me l'a laissée. Elle nous a donné aussi les ordonnances qu'on a laissées à la sage-femme. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'au rendez-vous de la sage-femme, on y a été. Elle nous a un petit peu demandé comment ça allait, etc., etc. Et elle nous a fait ce petit papier, ce petit schéma, qui est plutôt cool. Donc ça, faut pas que je le perde puisque c'est le post-it. Ça, c'est le post-it pour bien calculer. Donc en fait, elle nous a donné une feuille, donc c'est la feuille du protocole antagoniste. Donc ça, c'est plutôt cool, puisqu'en fait, nous passons en commission le 26 et ça va être trop juste pour que je commence sur mon cycle de mars. Donc ça va reporter à début avril, donc dans un peu plus d'1 mois, donc j'ai peur d'oublier un petit peu. Donc le J1, c'est jour des règles abondant. Donc il faut savoir que J1 d'un cycle, c'est le matin et abondant. Voilà, si c'est des toutes petites pertes, si ça arrive dans l'après-midi, ça compte pas comme le jour 1. Voilà, donc pour eux, J1 c'est le matin, règle abondante. Donc il faudra que j'appelle les sages-femmes et il faudra que je fasse une première échographie avant de débuter la stimulation pour voir s'il y a un kyste ou pas. Ensuite, à J3 on commence la stimulation avec 200 unités de gonal. J3, J4, J5, ensuite J5 ou J6 parce que si J5 tombe un dimanche, imaginez quoi, il ne fait pas d'école le dimanche ni au centre, donc du coup ça décale à lundi. Donc ensuite il faut aller faire donc un monitorage, donc échographie et dosage sanguin d'oestradiol et de progestérone. Et bon, voilà, si un J5 tombe un dimanche, on poursuit la stimulation, le monitorage continue à J6. Voilà.
Ensuite, J7 contrôle, J9 contrôle, J11 contrôle. Ensuite, entre J6 et J9, si tout va bien, en fait, dès qu'on a un follicule qui atteint 12 mm, on va me demander de faire cétrotide. Ça va être pour bloquer l'ovulation, mais pas empêcher les follicules de grandir. Donc du coup, ce sera cétrotide le matin et gonal F le soir. Donc j'aurai 2 injections. Sachant que pour celles qui connaissent gonal F, c'est des stylos auto-injectables. Donc ça, on vous tournez, vous avez juste la dose. Et cétrotide, en fait, elle m'a montré un petit peu comment ça se passait. Vous avez un flacon de poudre et une solution dans la seringue. Donc vous prenez la grosse aiguille. Vous mettez au bout de votre seringue, vous videz doucement le produit, le liquide dans la poudre, vous attendez que ça se remue bien et ensuite vous réinspirez avec la grosse aiguille dans la seringue, vous changez l'aiguille, la petite aiguille pour l'injection et vous faites l'injection sous-cutanée, ça ne change rien du tout. Donc ensuite, il est à faire tous les matins jusqu'au jour du déclenchement inclus. Voilà. Donc ça veut dire que quand elle me dira qu'on fera au vitrel, il faudra quand même que je fasse le cétrotide le jour-là. Ensuite, entre J10 et J13, voilà, déclenchement d'injection sous-cutanée en vitrel à heure précise en fonction de la ponction. C'est-à-dire que si elle me dit de faire à 19h15, c'est 19h15, c'est pas 19h30, c'est pas 19h, c'est 19h15. Autant pour gonal F, c'est pas gênant si ça fluctue, autant pour vitrel, il faut que ça soit vraiment à heure fixe. Puisque en fait le but est de faire la ponction au plus proche du moment de l'ovulation. Donc du coup quand vous faites au vitrel, il me semble que l'ovulation c'est entre 35 et 36 heures après l'injection. Donc du coup il faut qu'il soit au plus proche du moment de l'ovulation. Si j'ai ovulé c'est trop tard, ils ne pourront pas faire la ponction. Donc ensuite, 2 jours après la ponction, voilà, sous MEOPA. Ça je vous dirai après la ponction comment ça se passe. Et le prélèvement pour monsieur. Donc ensuite, normalement j'ai un arrêt de travail de 3 jours après la ponction, donc ce qui englobe la ponction jusqu'à le transfert. Moi personnellement, même si je suis auto-entrepreneur, j'ai pas besoin d'arrêt de travail. De toute façon la sécu ne me donnerait rien du tout, donc ça ne sert absolument à rien. Je suis à la maison, je me reposerai et puis voilà. Ensuite, donc, 48 heures après la ponction, le biologiste vous contacte le matin entre 8h30 et 9h. Avec pour le transfert de l'embryon, donc voilà. Et après la ponction, j'aurai la progestérone à mettre matin et soir en intravaginal, donc c'est les grosses ovules, voilà. Et ce sera à poursuivre pendant les 3 mois s'il y a une grossesse, tout simplement. Ensuite, un test de grossesse obligatoire avec les bêta-HCG 14 jours après la ponction. Alors, c'est marqué à renouveler 4 jours plus tard si positif. Sauf que moi, vu mes antécédents pour la grossesse extra-utérine, ce sera pas 4 jours, ce sera toutes les 48 heures, voilà. Et il faudra téléphoner aux sages-femmes pour donner le résultat de la prise de sang et la conduite à tenir pour la suite. Donc j'ai trouvé vraiment ce petit schéma très très bien expliqué. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien de le donner. Et je pense que ça serait bien aussi de le donner pour les filles qui sont juste en insémination, ça pourrait être pas mal aussi. Donc voilà ce qui s'est dit un petit peu à ce rendez-vous, c'était vraiment pour expliquer ce qui allait se passer pour nous. Ça a été un petit peu répétitif avec la réunion d'information, mais bon. Donc voilà, maintenant c'est fait, on passe en commission le 26, normalement c'est bon. J'aimerais pendant le mois de mars prendre rendez-vous avec ma gynéco personnelle, enfin celle qui me fait le suivi, pas au centre d'AMP, mais celle qui me fait le suivi d'habitude et qui me suit pour mes problèmes gynécologiques et autres, voilà. Pour voir comment on peut s'organiser et si on peut déjà prévoir les rendez-vous un petit peu d'avance, faire une estimation. Sachant que je suis sous Duphaston, donc mes cycles, en fait, je peux un petit peu les moduler, un petit peu, entre guillemets, comme j'ai envie, en fait, pour que ça tombe bien. Donc là, il ne faudrait pas qu'elle tombe entre le 30 et le 1er avril inclus. Voilà, il ne faudrait pas que ça tombe là, parce que sinon, la ponction, en fait, tomberait le lundi de Pâques, et le lundi de Pâques, ils ne font pas la ponction. Voilà. Par contre, les transferts, je crois que ça peut être fait même le dimanche. Je crois. Bref. Donc voilà un petit peu ce qui s'est dit. Donc je suis plutôt contente de l'avancée. Même si, je vous avoue, la peur m'envahit un petit peu. Je sais pas comment vous expliquer. C'est ce que je disais à une fille avec qui je parlais l'autre jour. Et je lui disais, mais
Autant pour l'insémination, je m'imaginais. Vous voyez, il y a des fois dans des situations, quand vous êtes dans des situations, vous vous imaginez des choses, vous projetez, etc. Vous direz, ah, ça se passera comme ça, ça sera comme ça. Et moi là, mais j'y arrive pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je fais un blocage, je pense, je sais pas. Donc j'espère que ça ira. En fait, ce qui m'angoisse, voilà, ce qui m'embête un petit peu, c'est le nombre de contrôles échographiques qu'il y aura. Sachant que c'est des échos endovaginales, pour ma part, après je sais pas si chez tout le monde c'est comme ça, et ça fait extrêmement mal, et en avoir tous les 2 jours de J3 à J13, voilà quoi, J3, J5, J7, J9, J11, J13, ça en fait 6, sans compter la ponction qui se fait aussi par endovaginal, donc il y a une sonde échographique, et au-dessus il visse une aiguille, et après le transfert, enfin voilà, c'est vrai que ça fatigue énormément le corps, je pense, et c'est ça qui m'embête un petit peu. Donc pour revenir à ça, je vous ai pas dit, mais la ponction, normalement, de ce que j'ai compris, c'est pas sous anesthésie générale ni sous anesthésie locale, donc j'ai pas de rendez-vous avec l'anesthésiste à avoir. Donc c'est en perfusion, on va avoir un antidouleur à base de morphine avec un anti-vomitif parce que la morphine peut donner des nausées, on va éviter, et un truc pour nous détendre, je crois, un décontractant. Et avant, je crois qu'on aura aussi des cachets à prendre, je sais pas. Ça, elle m'expliquera vraiment quand j'irai au dernier rendez-vous de contrôle, parce que le dernier rendez-vous échographique se passe au centre, puisqu'ils veulent avoir la mainmise, réellement, eux, voir de leurs propres yeux ce qui se passe. Et ensuite, bah, ce sera oui, la ponction. Et la ponction, je ressors normalement à 13h, grand maximum. Et je peux pas rentrer toute seule. Il faut que quelqu'un me raccompagne. Donc on a calculé, donc c'est pareil, le chat prendra son jour de vacances parce que sinon il pourra pas aller bosser du temps qu'on rentre de Besançon. Donc déjà qu'on sorte, qu'on rentre. On en a à peu près pour 1h et quart de route, voire même 1h30. Donc ça fait du 13h, 14h, 14h30, du temps que lui il retourne à son travail, il a 45 minutes de route. Ça fait du 13h, c'est du 15h15. Là quoi, il va pas y retourner pour 2 heures, ça sert à rien. Donc du coup, elle prendra sa journée. Et puis après, une fois que la ponction est faite, le transfert. Et après, pendant 14 jours, on n'a plus rien. Et c'est vrai qu'on va passer tous les 2 jours, on aura quelqu'un au téléphone, on ira voir quelqu'un. D'un seul coup, plus rien. Ça va vraiment faire bizarre. J'ai acheté, je sais pas si je vous l'ai montré. Je l'ai pas pris là. Je vous montrerai la prochaine fois. J'ai acheté un petit carnet spécial pour la FIV, puisque j'avais celui pour l'IAC, mais du coup ça va plus. Donc du coup j'ai pris celui pour la FIV qui est plutôt pas mal, avec des petits défis à faire chaque jour, et ça je pense que je les ferai. Et sinon je sais pas, je pense que je ferai de la couture à gogo, ou j'irai me promener, voilà. Bon, il faut éviter tout ce qui est sport intensif. Je vais éviter de faire du sport, ça c'est clair. Je vais essayer de rester tranquille, mais sans non plus rester trop tranquille. J'espère qu'il fera beau au mois d'avril, ce serait cool. Et comme ça, j'irai me promener tous les jours une petite demi-heure de marche, ou je sais pas, on verra, sortir au grand air, marcher. Voilà, ça fera du bien. Et sinon, je pense que ce sera tout. Après, je vivrai ma vie normalement. Alors, je sais pas encore, j'entends de tout et n'importe quoi, donc on verra bien. À ce moment-là, je me renseignerai. Donc écoutez, voilà, c'était tout pour ce mois-ci. Au mois de mars, je vous ferai peut-être si on voit la gynéco, je vous ferai un petit compte rendu. Mais sinon, il n'y aura pas spécialement de vidéo au mois de mars. Sauf si j'ai quelque chose à vous dire, que d'ici là, il y a un changement. Que d'ici là, par miracle, ça marche naturellement. On croise les doigts. On croise les doigts, on essaye d'y croire. Même si pour les OPK, c'est très compliqué, c'est pas impossible, hein, mais c'est compliqué. Donc du coup, voilà. J'ai quand même d'un côté hâte de commencer, et d'un autre, voilà quoi. Ah oui, et dès que je reçois mes ordonnances, je peux appeler la PMA pour planifier un petit peu, pour réserver entre guillemets ma place pour le mois d'avril. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. De toute façon, j'ai dit dans ma tête, je me suis déjà fait un petit peu mon calendrier. Donc là, en fait, ça nous fera pareil que quand on a fait l'IAC, donc au mois d'avril. J'espère que cette fois-ci ça nous portera chance. Donc ça ferait au mois d'avril.
avec un transfert au mois d'avril en fonction du nombre d'embryons qu'on a. J'espère qu'on en aura plusieurs pour éviter de refaire. Mais sinon, de toute façon, j'avais dit au mois de janvier, ce sera mars, avril, mai, juin. Voilà, on n'ira pas plus loin pour l'instant. Juillet, août, on reste tranquille. Septembre, octobre, novembre, on peut aller. De toute façon, en août et en décembre, le centre ferme. Donc du coup, vu que à chaque fois mon cycle commence fin du mois, à chaque fois c'est cuit. Donc du coup, voilà, ce sera, on a donc avril, mai, juin. On a 3 mois pour faire 3 tentatives. Parce que bon, après c'est juste une histoire de transfert d'embryon, donc du coup c'est plus du tout la même chose, c'est plus aussi lourd de ce que j'ai compris. Et après bah, c'est septembre, octobre, novembre, donc j'espère ne pas aller jusqu'en septembre, hein. Si ça pouvait marcher du premier coup, ça serait vraiment top. Le biologiste, la gynéco, la sage-femme, ils sont tous très confiants, même la biologiste qu'on a vue, au vu des résultats de l'examen du chat, est plus que confiante en fait. Voilà quoi, je pense que tout est mis de notre côté pour. On va éviter de se mettre la pression comme on l'avait fait pour l'IAC, parce que je pense que c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché. Mais du coup voilà, on se donne les 3 mois là avant l'été. Et après on fera une pause de 2 mois et on prendra en septembre, voilà. Je pense que c'est bien de faire comme ça, de toute façon l'été ça ferme. Et puis en été, là où travaille mon chéri, chacun prend ses vacances, donc du coup c'est un peu compliqué pour s'absenter, donc on va pas en rajouter. Et puis voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Écoutez, j'espère que cette vidéo sur le mois de septembre, mais bien sûr, le mois de février, vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je peux peut-être vous faire une petite FAQ si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures en PMA. Voilà, je sais que vous aimez bien nous suivre. Donc bah écoutez, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bisous.